Bonjour à tous, Bakher, welcome, bienvenue. Très heureux de vous avoir avec nous sur un sujet important qui s'inscrit dans la vision de Sa Majesté, sur cette question de l'Atlantique, concept géopolitique nouveau, dans lequel on a bien sûr un rôle à jouer, nous, Maroc, mais de manière plus générale, l'Afrique, et dans l'esprit de ce que nous sommes, nous, Maroc, mais aussi Policy Center, qui s'inscrit dans cet esprit de partenariat, d'ouverture, de recherche de coopération efficiente, optimale, intelligente, d'un dialogue possible, de plus en plus difficile. On l'observe sur beaucoup de sujets, dans le Moyen-Orient bien sûr, mais aussi en Europe avec le retour de la guerre, les tensions en Indo-Pacifique, et j'en passe. L'Atlantique est un contrepoint, quelque part, à ces tensions. C'est une zone plutôt pacifique, mais aussi une zone qui manque un peu de dynamisme, il faut le reconnaître, parce que, bien sûr, très large, et parce que nous, êtres humains, ne sommes pas très bons à nous mobiliser en temps normal, en temps de crise, en temps de paix. On a tendance à penser que ce qui était hier et aujourd'hui sera demain. Ça fait partie de la nature humaine. Évidemment, il faut s'organiser pour aller contre cette nature et essayer de construire dans ces temps de paix. Et je pense que c'est un peu ce qui nous est proposé, ce que propose le Maroc à travers la vision royale, et ce que nous essayons de faire tous ensemble. Chacun, vous êtes tous impliqués sur ce sujet au niveau des institutions auxquelles vous appartenez, mais aussi pour certains d'entre vous à niveau personnel ou d'autres au niveau officiel dans leurs fonctions. Donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et je voudrais remercier Jamal Mchrouh, un de nos senior fellows, professeur également ici à la faculté de l'université Mohamed VI Polytechnique, mais également à Khnitra, puis c'est lui qui a pris le lead pour organiser cet événement. Cette énergie, cette volonté de prendre du leadership, donc de prendre des récompenses, mais aussi des coups, elle est à saluer. Je crois que sur cette question de l'Atlantique, il est éminemment aussi question de leadership, de se mouiller, de s'exposer. C'est aussi ça le nouveau Sud. Un nouveau Sud qui s'assume, qui prend des risques, mais aussi des responsabilités. Donc ça ne peut pas être qu'un discours anti. D'accord ? C'est facile d'être contre. Quand on a plus de liberté, c'est un peu angoissant, donc il faut aussi être capable de construire, de prendre des risques, de prendre du leadership, donc de s'exposer, évidemment. Si vous restez dans votre coin, vous ne faites pas grand-chose, mais vous prenez aussi pas de risque. Donc Jamal, merci beaucoup pour ton énergie, ton engagement sur cette question de l'Atlantique. Évidemment, beaucoup d'autres de nos fellows ont travaillé sur ces questions depuis longtemps. Vous connaissez notre événement annuel qui s'appelle les Atlantic Dialogues, qui s'inscrit aussi dans cet esprit. Donc, en termes de contexte, c'est un petit peu celui-là. C'est un nouveau Sud qui s'émancipe. Vous suivez tous les BRICS. Vous suivez tous aussi les débats sur ce nouveau Sud hétérogène, ce nouveau Sud qui ne constitue pas une catégorie cohérente, ce nouveau Sud qui n'est que dans un discours d'opposition, mais qui représente quand même quelque chose en termes d'idées. Donc on pourra en parler, mais pour nous, ça habite ce que fait le Policy Center et ça habite l'esprit de cette conférence. Nous ne sommes pas anti, nous ne sommes pas idéologues, nous sommes plutôt pour le discours, pour l'engagement, mais en même temps avec une forme
de respect, d'autonomie, d'agency, comme on dit en anglais, des pays. Et donc je pense que ça correspond assez bien aussi à ce qu'est le Maroc, à sa place dans le monde, à sa place dans son environnement géopolitique et à sa place dans l'Atlantique. Alors dans l'Atlantique, bien sûr, il y a la mer, mais il n'y a pas que la mer. Aujourd'hui, on va parler de la mer. Je déclare mon incompétence absolue sur les questions maritimes, à part en des temps plus anciens où je faisais du surf. Donc j'aime l'Atlantique, j'aime ses vagues, j'aime son énergie, j'aime sa couleur. Je suis optimiste et inquiet à la fois. Optimiste parce que je vous vois ici, donc toute cette énergie, toutes ces compétences ont la possibilité de faire évoluer les choses. Inquiet parce qu'il y a aussi beaucoup de défis. Pêle-mêle, bien sûr, les défis du climat, les défis de l'environnement, les défis liés à la migration, les défis liés à la pollution, les défis liés au trafic de drogue et au trafic en tout genre, les menaces de tout type, etc. Donc, ce sera à vous, au cours de cette journée, d'identifier un certain nombre de ces défis. Ce qu'on attend de cette journée avec Jamal, on en a longtemps parlé, c'est des idées. Les think tanks sont dans le business des idées pour tout le monde, des idées comme un bien public partagé, des idées pour notre administration, des idées pour nos partenaires, des idées pour vous, pour nous, pour poursuivre nos recherches et pour dégager un horizon de moyen terme sur ce qu'on pourrait faire ensemble, ce qu'on pourrait faire dans ce domaine, et en particulier donc autour de cette vision royale, donc une Atlantique imbriquée, en relation, en connexion avec le Sahel, l'Interland du Sahel et la côte atlantique de l'Afrique. Je remercie tous les participants, les speakers, vous tous, d'être avec nous, et puis on aura l'occasion de se voir pendant la journée et de discuter. Voilà, encore une fois, merci, bienvenue, très heureux de vous avoir avec nous, et ce n'est que le début d'un engagement, Inch'Allah, sur ce sujet-là. À bientôt. Donc, l'Afrique a pour longtemps, je disais, tourné le dos à la mer. Et cela, c'est... Très bien. Donc, merci, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les directeurs et aux responsables, chers collègues et amis, honorable assistance. Alors, il existe aujourd'hui, partout dans le monde, une prise de conscience de l'importance de la mer comme étant un élément structurant et démultiplicateur de la puissance des nations. Or, en Afrique, on a généralement et pour longtemps tourné le dos à la mer. Cela s'est traduit principalement par des taux de croissance économique perdus et par une souveraineté maritime non entièrement consolidée. De l'impératif aujourd'hui pour l'Afrique atlantique de construire une stratégie maritime volontariste et intégrée. C'est dans ce sens que prend substance l'initiative de Sa Majesté le Roi sur l'Afrique atlantique par la création d'un espace stable politiquement, prospère économiquement et rayonnant humainement. Cette initiative première se consolide et va de pair avec une deuxième initiative, celle de désenclavement du pays des Sahel dans un esprit d'inclusion et de solidarité. C'est pour participer à la réflexion sur les enjeux de la création de cet espace, mais surtout pour penser aux leviers d'action dans une sorte de formulation de recommandations stratégiques et des idées innovantes, que s'inscrit l'organisation de cette conférence, qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité avec les conférences qui ont été déjà par le passé organisées ici même, puisqu'il y a un fort intérêt pour l'Afrique et pour l'Afrique atlantique en particulier, et qui serait suivie d'une deuxième séquence réservée cette fois-ci à la participation des confrères africains riverains de l'Atlantique. La conférence d'aujourd'hui s'articulera autour de 4 panels. Un panel sur les enjeux géopolitiques, qui va de la question de l'intégration, de la coopération dans la région à la rivalité de puissances dans l'espace Afrique-Atlantique. Un deuxième panel sera réservé aux enjeux juridiques qui vont du droit maritime au droit de la mer. On va voir que ce n'est pas la même chose, même si on les confond généralement. Un troisième panel serait dédié aux questions des enjeux juridiques, des questions des enjeux plutôt sécuritaires, qui vont de l'action de l'État en mer à la question de la préservation de l'espace et du capital maritime africain.
Et finalement, un panel sur les enjeux géoéconomiques et principalement les projets structurants qui vont donner sens et substance à la création de cet espace de prospérité partagée. Voilà, je vous remercie tous pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à la conférence. Et je vous souhaite une chaleureuse et constructive journée. Je vous remercie. Merci. Notre première session sur les enjeux géopolitiques est sur le point de commencer. Nous avons le plaisir d'accueillir notre modérateur, Mohamed Tanguy, ancien ambassadeur du Royaume du Maroc. Nous accueillons également les intervenants de cette session. Mohamed Methal, ambassadeur directeur général, Agence marocaine de la coopération internationale. Rachid El-Houdaïgui, Senior Fellow, Policy Center for the New South. Mohamed Loulishki, Senior Fellow, Policy Center for the New South. Monsieur Mohamed Tanguy, the floor is yours. Mesdames et messieurs, honorable assistance, très chers collègues et amis, en tant que modérateur de cette première session, je vais vous annoncer comment vont se dérouler nos travaux, conformément aux directives du Policy Center. Premièrement, je vais faire un tour d'horizon pour planter le décor, to set the stage. Ensuite, je vais vous présenter les intervenants qui vont procéder à faire leurs exposés. Et pour chauffer en quelque sorte la salle, je vais leur poser probablement quelques questions et vous donner la parole, ouvrir les débats. Et on va clôturer la session par la formulation de conclusions et, comme a dit le président tout à l'heure, en formulant des idées, des recommandations, mais des idées et des recommandations action-oriented, non pas de la philosophie. Donc, je commence par le rappel de quelques macro-dimensions de l'Afrique atlantique et de ses espaces maritimes. Vous les connaissez tous sans aucun doute, mais il faut les souligner pour que le champ d'application de nos réflexions soit très clair dans notre esprit. Il s'agit des 23 pays africains riverains de l'océan Atlantique, allant du Royaume du Maroc à l'Afrique du Sud, soit 15 000 kilomètres de littoral, un espace à terre pratiquement de plus de la moitié du continent africain, bien qu'habité que par 45% de la population du continent, il génère plus de 55% de son PIB. À ces 23 pays, et comme l'a souhaité Sa Majesté, il faut ajouter les 4 pays du Sahel pour lesquels le Maroc souhaite faciliter l'accès à la mer. Et à mon avis, à terme, il faut s'attendre à ce que d'autres pays enclavés de l'Afrique, limitrophes des pays riverains de l'Atlantique, demandent également à bénéficier de ce passage à l'océan. Je voudrais également rappeler que tous ces pays
ont ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et, par conséquent, ils sont tenus, de par ces dispositions, à observer ces règles concernant l'exploration, l'exploitation et la protection du milieu marin. Il en est de même en ce qui concerne la délimitation de leurs espaces maritimes. C'est très important de garder cela à l'esprit parce que, valeur aujourd'hui, la zone économique exclusive de l'ensemble de ces pays est estimée à quelque chose comme entre 5 et 6 millions de kilomètres carrés. À cela, il faut ajouter l'extension du plateau continental parce que, valeur aujourd'hui, l'ensemble des 23 pays ont déposé des demandes d'extension du plateau continental auprès de la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental. Alors, cette région est naturellement à une situation privilégiée géographiquement par l'abondance de ses ressources halieutiques, agroalimentaires, minières et énergétiques, les immenses opportunités d'échange économique qu'elle offre et constitue non seulement un espace et des ressources, mais également une route vitale pour les transports maritimes, que ce soit pour l'Afrique elle-même ou entre les continents. Évidemment, l'ensemble de ces richesses et opportunités n'ont pas manqué de tout temps de susciter les convoitises de nombreuses puissances, et non des moindres, et par voie de conséquence, de faire de l'Afrique atlantique un des espaces maritimes, un autre champ de leur rivalité et de leur confrontation. À cet égard, le proverbe des tribus Maasai et Kikuyu de l'Afrique dit que quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Dans cette région, il y a également une volonté déclarée des États d'assurer leur développement, que ce soit par des plans nationaux ou des stratégies continentales de développement comme le NEPAD et même des stratégies de développement maritime. Mais ces ambitions de développement sont souvent contrariées et handicapées de par notamment leur approche sectorielle, l'insuffisance des ressources et des moyens, la faiblesse des apports de la coopération internationale, à laquelle, bien sûr, dans certains des pays, il faut ajouter l'instabilité politique et les menaces sécuritaires et les risques écologiques. Ces menaces portent également sur la navigation maritime qui assure plus de 90% du transport des échanges de la région et également les navires en transit. L'opportunité de l'initiative royale pour l'Afrique atlantique n'est pas approuvée. Dans un contexte planétaire où de vives confrontations déchirent les continents et où le vaisseau de l'humanité tout entière, ou du moins ce qui en reste, navigue dans une zone houleuse et de fortes turbulences, sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'initiative royale pour une coopération sud-sud, solidaire et mutuellement bénéfique, s'annonce plein d'espoir et de promesses de paix et de prospérité partagée pour toute l'Afrique atlantique. Mesdames et messieurs, voilà en quelque sorte le décor. Et après ces observations générales sur le contexte, je vais céder la parole à nos illustres intervenants pour nous présenter quelques dimensions spécifiques des enjeux politiques des espaces maritimes de l'Afrique atlantique. Je commence par vous présenter Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Mohamed Metkal, actuellement directeur général de l'Agence marocaine pour la coopération internationale. L'ambassadeur Metkal est lauréat de la prestigieuse École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, du Collège des ingénieurs de Paris et du Babson College des États-Unis d'Amérique. Il a travaillé dans le secteur privé, dans les domaines économiques et financiers, avant d'intégrer l'administration en tant
que membre du cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, et ensuite en tant que conseiller spécial pour la diplomatie économique auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur l'ambassadeur Metzkhal, à vous la parole. Merci, monsieur l'ambassadeur. À cette occasion, je voudrais d'abord remercier le Policy Center for the New South pour l'initiative de nous réunir aujourd'hui pour échanger autour des enjeux maritimes de l'Afrique atlantique. Et pour moi, c'est un réel plaisir de se retrouver parmi nous. Je voudrais, avant d'entamer mes propos, de revenir un peu sur l'histoire, puisque ça nous enseigne beaucoup de choses. Quand on regarde le passé, plusieurs siècles en arrière, on s'aperçoit que toute zone géographique, la dimension maritime était déterminante dans son développement et sa projection internationale, que ce soit les différents peuples de par leur périple qu'ils ont conduit, ou bien les anciennes puissances coloniales. Partant de ça, les atouts aujourd'hui de l'Afrique atlantique, comme l'a cité Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans son dernier discours à l'occasion de la célébration de la fête de la Marche verte, c'est tout d'abord la qualité de ses ressources humaines. Comme l'a cité l'ambassadeur Tanji tout à l'heure, l'Afrique atlantique, c'est à peu près 46% des habitants africains. Et c'est aussi 55% du PIB continental. Mais avec ces atouts, il y a des déficits, notamment en termes d'infrastructures et d'investissement. L'initiative royale atlantique que Sa Majesté le roi Mohammed VI a annoncé lors du dernier discours à l'occasion de la Marche verte, a annoncé les 3 objectifs majeurs. Tout d'abord, faire de cette zone une zone de paix et de stabilité, faire de cette zone une zone de prospérité, où l'élément humain est primordial dans l'esprit avec lequel Sa Majesté le roi a permis d'accélérer la trajectoire du développement humain au Maroc depuis ces 25 dernières années, puisque le PIB du Maroc a été multiplié par 2,3. La richesse produite par habitant, nous sommes aujourd'hui à presque 3500 $ de PIB par habitant, alors qu'il y a 25 ans, nous étions à 1100 $. Et donc, c'est les réussites du Maroc qui peuvent donner inspiration à les partager toujours dans cet esprit de solidarité agissante et de co-construction que Sa Majesté a toujours porté avec les pays frères africains, avec notamment en capitalisant sur tout ce que le Maroc a construit jusque-là. D'ailleurs, dans le cadre de l'Afrique atlantique, il y a ce cadre institutionnel que le Royaume du Maroc a initié dès 2009 avec ses 23 pays africains et qui a connu la tenue de sa dernière réunion ministérielle en juillet 2023, et dans laquelle 3 groupes de travail ont été mis en place au niveau ministériel, que ce soit un groupe autour de la dimension sécuritaire, le deuxième un groupe de travail autour de l'économie bleue, et un troisième autour de la dimension énergétique. Sa Majesté le Roi l'a bien illustré toujours dans ce discours du 6 novembre, qui est vraiment une feuille de route porteuse d'une vision à la fois ambitieuse et volontariste, puisqu'il il définit les projets structurants qui doivent faire partie de cet espace atlantique, et parmi lesquels c'est l'emblématique projet qu'a lancé Sa Majesté le Roi avec le Nigeria, qui est le gazoduc Maroc-Nigeria, qui va permettre d'accélérer le co-développement, cette intégration régionale, mais aussi de renforcer l'accélération économique de ces pays-là. Et donc, tout en capitalisant sur cela, c'est aussi la volonté de développer, et je pense que ça c'est important, c'est la flotte nationale de marine marchande, pour laquelle le ministère des Transports est en train de démarrer son étude. Et donc, c'est réellement cette extension du partage et de l'expertise et des expériences réussies que le Maroc a porté, et qu'une région que je voudrais me permettre de citer, c'est toutes les 3 régions de province du Sud, qui ont vécu ce développement accéléré avec des projets structurants,
les différents ports, les aéroports, la double voie express Agadir-Dakhla, etc. Un indice de développement humain qui est le plus élevé à l'échelle nationale, etc. Et donc, dans des zones, donc cette expansion économique, à la fois sur la dimension sécuritaire, paix, rayonnement et prospérité, elle est réaliste, puisqu'aujourd'hui, elle est matérialisée dans nos provinces du Sud. Je voudrais aussi illustrer avec quelques chiffres. Dans le cadre de cette coopération Sud-Sud prônée par Sa Majesté le Roi, les pays de l'Afrique Atlantique aujourd'hui, sur le stock de 15, nous avons à peu près 15 200 étudiants africains bénéficiaires des bourses de la coopération du Royaume du Maroc à travers la MCI, ici au Maroc. Sur ces 15 000, plus de 8 000 étudiants sont originaires des pays africains de l'Atlantique. C'est à peu près 56%. Sur le stock de lauréats, depuis 1990, là où on a les dernières statistiques disponibles, nous sommes à 32 000 lauréats africains de 49 pays. Donc 18 000 sont originaires de l'Afrique Atlantique. Juste pour dire le potentiel que cela peut représenter et les atouts pour les pays bénéficiaires. Et donc, dans cette vision volontariste que Sa Majesté le Roi porte pour ce groupement régional, afin de favoriser aussi son intégration régionale, c'est accélérer l'accès des pays du Sahel à cette façade atlantique. Les pays du Sahel, on peut les voir notamment à partager, je dirais, trois vocations. Tout d'abord, c'est des pays, bien sûr, où le facteur humain est primordial, avec sa dimension échange, flux humain. Si on revient là aussi dans l'histoire, c'est les caravanes qu'il y avait dans le Sahel, entre le nord et le sud, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Mais c'est aussi dans des secteurs, tout ce qui se fait autour de l'agriculture, notamment l'agriculture pastorale, tout ce qui se fait dans le potentiel minier, et tout ce qui peut être encore plus fait par rapport à ça. Et enfin, la troisième dimension, c'est la dimension énergétique autour du potentiel solaire de ces pays-là. Et donc, il est possible de construire une nouvelle histoire, à la fois sur l'Afrique Atlantique, mais aussi l'Afrique Atlantique Sahel, pour voir ça dans un groupement plus global. Bien sûr, ça fait partie de cette zone de libre économique de libre-échange africaine, la ZLECAf, mais dans laquelle cette dimension facilitation va s'ouvrir, va s'accélérer avec la ZLECAf, mais à travers les cadres institutionnels existants aujourd'hui, comme ce cadre avec les pays de l'Afrique Atlantique pour lequel le Maroc a contribué à son développement et qui s'inscrit dans cette initiative royale. Il y a encore beaucoup de potentiel avec des tendances aujourd'hui géopolitiques lourdes. Quand on prend aujourd'hui l'Afrique, la dimension souveraineté revient beaucoup. Pas uniquement au Sahel, pas uniquement dans l'Afrique Atlantique, mais aussi en Afrique de l'Est, en Afrique australe, etc. Donc l'importance de la souveraineté des États, à la faire respecter, à maintenir et à renforcer les projets d'intégrité territoriale, etc. Le Covid a été révolutionnaire. Comment pour tracer les contours des reconfigurations des différentes chaînes de valeur industrielles. L'Afrique Atlantique, vous êtes face à deux zones économiques importantes mondiales, que ce soit l'Europe ou la zone américaine, dans toute sa globalité. Et donc, le potentiel en termes d'opportunités aussi, qui peut s'opérer à travers ce développement humain qui peut s'accélérer, cette dimension d'intégration régionale, les projets structurants, la dimension énergétique à travers laquelle le gazoduc peut contribuer, oui, il est possible de positionner cette Afrique Atlantique dans le cadre de ces reconfigurations de chaînes industrielles mondiales, mais aussi d'accélérer cette connectivité. Aujourd'hui, avant de conclure, on l'a vu il y a quelques semaines avec l'accentuation du conflit au Moyen-Orient, il s'avère que cette dimension maritime atlantique devient carrément à la fois compétitive, mais aussi de manière plus rassurante. Le coût de l'assurance sur des conteneurs qui passent par la zone atlantique aujourd'hui sont moins chers que ceux qui passent par le Moyen-Orient. Et donc c'est autour de ce potentiel de l'Afrique Atlantique qu'il est notamment possible de construire et d'atteindre les trois objectifs tels que Sa Majesté les a souhaités pour cette initiative atlantique, à travers, donc, comme je l'ai dit au début, la paix, la prospérité
et le rayonnement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Metzkal, pour ce tour d'horizon relatif à l'approche royale pour l'Afrique atlantique et particulièrement les exemples concrets que vous avez donnés et sur lesquels on reviendra ultérieurement lors des débats. Je voudrais vous présenter maintenant le professeur Rachid El-Hudayki, qui est Senior Fellow au Policy Center for the New South et également professeur affilié à l'Université Mohammed VI Polytechnique. Il est également professeur de relations internationales à la faculté de droit de l'Université Abdelmalek Saadi à Tanger. Son expertise couvre les relations internationales, la géopolitique, la défense et la sécurité. Il est également professeur au Collège royal des études militaires avancées à Kenitra. Le professeur El-Hudayki va aborder le sujet sous forme de questions. L'Atlantique, une géopolitique en voie de formalisation. Monsieur le professeur El-Hudayki, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Excellences. Je suis ravi de m'associer à cet exercice intellectuel, factuel, politique sur l'Atlantique et le rapport que nous avons, nous, Africains et Marocains, à cet espace. En fait, le titre disons, l'intitulé du panel, les enjeux géopolitiques de l'espace atlantique, renvoie à un certain nombre de questions qui peuvent paraître banales, mais qui sont fondamentales. Qu'est-ce qu'on veut dire par Atlantique? Quels sont et en quoi cet espace est stratégique pour nous? Et aussi, est-ce que les enjeux endogènes et exogènes, disons, provoquent des situations géopolitiques dans la façade atlantique, c'est-à-dire des rapports de force entre les acteurs. Alors, je ne prétends pas avoir, disons, toutes les réponses, pouvoir répondre à toutes ces questions, mais j'essaierai en fait de commencer par un cadre logique. C'est le suivant, c'est que je crois c'est un exercice aussi, c'est le professeur qui parle, c'est qu'il faut éviter de faire dire à des notions et des concepts ce qu'ils ne disent pas en réalité. Voilà. Donc, disons que l'échelle globale atlantique se trouve à la périphérie des centres de gravité qui est l'Asie, le Pacifique ou le concept géopolitique de l'Indo-Pacifique. C'est une région qui représente 60% du PIB mondial et environ 4 milliards, plus de 4 milliards d'habitants. Donc l'Atlantique dans sa globalité est structurée, donc c'est quoi l'Atlantique? Elle est structurée autour de 3 grands ensembles. La communauté de sécurité euro-atlantique, l'Alliance Atlantique au nord. Vous avez le deuxième sous-ensemble latino-américain et l'ensemble, disons, afro-atlantique. C'est un espace qui est caractérisé par sa dimension maritime avec ses propres enjeux géopolitiques, localisés, mais aussi il y a des enjeux contemporains liés notamment aux questions de dérèglement climatique et la protection de la biodiversité et la liberté de navigation, etc. Alors, je veux dire par là, et c'est ça, je veux dire par là, c'est que finalement, in fine, par rapport à ce qui se passe dans le monde, l'Atlantique n'est pas encore un espace convoité par les rivalités et les grandes puissances. Hein? Et donc, ça veut dire par là que ce n'est pas du tout un théâtre où se déploient, où se projettent des forces navales des ennemis, comme ce qui se passe, comme ce fut le cas pendant l'ordre bipolaire, d'accord, et comme c'est le cas aujourd'hui dans l'Indo-Pacifique. Alors voilà, donc ça c'est le cadre logique, le point de départ. Mais disons ce qui nous intéresse nous, ce sont
en quoi il y a des évolutions, les évolutions en cours, aussi bien cette guerre, la guerre en Ukraine, la tension entre l'Occident et la Russie, la rivalité sino-américaine et surtout les situations dans l'Indo-Pacifique. Ces facteurs-là, et des facteurs aussi endogènes, disons, propres à notre espace, et peuvent entraîner, c'est une hypothèse, à terme entraîner le basculement dans notre espace, là, dans le jeu des rivalités des grandes puissances. Alors c'est à partir de là où, disons, l'étude et l'analyse est importante, et c'est à partir de là aussi où l'Atlantique est un enjeu fondamental pour nous, de point de vue géostratégique. C'est un scénario qu'on, moi personnellement, je ne souhaite pas, mais c'est un scénario à étudier, à anticiper, à soumettre à l'analyse. Bon, en attendant, l'observation attentive des dynamiques, disons, atlantiques, laisse entrevoir, je dirais, 6 variables, disons, importantes. D'abord, la première variable, c'est le retour de la puissance navale dans la compétition stratégique mondiale, avec un effet éventuel sur l'Atlantique. La puissance navale, c'est un moyen de défense, c'est un moyen de projection, c'est un moyen de dissuasion, mais c'est aussi un vecteur d'influence. Moi, je donnerai 3 faits. Ce sont 3 faits qui méritent d'être, disons, étudiés, ou plutôt intégrés dans le processus de réflexion sur l'espace. La première, c'est que c'est juste après la 2e ou la 3e semaine du déclenchement de la guerre en Ukraine, on a vu la présence dans la zone euro-atlantique des porte-avions et des porte-hélicoptères aussi, américains, anglais, britanniques, italiens et français, dans cette zone, en fait, pour contrôler, justement, surveiller, contrôler cette route. En même temps, quelques années après, en 2023, on a observé la crainte que soulevait le passage en transit d'une frégate russe qui chargeait quand même des missiles hypersoniques et qui se dirigeait vers l'Afrique du Sud. Et là, même quelques mois après ce passage, on a assisté, l'Afrique du Sud a organisé des manœuvres navales avec la Chine et la Russie dans son espace maritime. Donc ces signaux faibles méritent d'être, pris en compte, d'accord, et qui nous permettent de dire, sont extrapolés, de soutenir que l'océan Atlantique pourrait devenir un enjeu de compétition à terme, à moyen et à long terme, pas pour le moment. Deuxième variable, c'est la quête de ce que j'appelle la quête des points d'appui logistiques ou d'appui stratégique sous forme de bases navales ou de ports civils, ports économiques, d'accord. Et c'est une ambition qui est déjà établie américaine et européenne dans la région, mais c'est aussi une ambition chinoise. Et ça va de soi, c'est normal. Une puissance commerciale, c'est l'histoire qui nous enseigne qu'une puissance commerciale ne peut, se projeter sans appui sécuritaire, appui militaire, d'accord. Et il y a eu une première tentative chinoise en Golfe de Guinée, où ils ont essayé de discuter, négocier avec la Guinée équatoriale la possibilité d'installer une base navale. Et cette tentative a échoué. Vous savez bien pourquoi. Les Américains se sont opposés parce qu'il n'est pas question de voir une base navale juste à 7 heures ou 8 heures de vol d'oiseau du continent, du territoire américain. Troisième variable, ce sont les enjeux de sécurité, avec leur, à la fois dimension aussi bien hard que soft. Ce sont à la fois des terrains, bien évidemment, de coopération, de partenariat, de solidarité, mais qui deviennent aussi des terrains de rivalité, de compétition entre les grandes puissances dans la région.
nos pays, de toute la façade atlantique aujourd'hui, a le choix entre pas mal d'offres de coopération sécuritaire. Vous avez déjà les puissances établies dans ce domaine, les États-Unis et l'Union européenne et les pays européens, d'accord ? Mais face à eux, il y a aussi la montée en puissance et l'arrivée de la Chine et de la Russie. La Chine aujourd'hui qui met, disons, soutien, participe à la réforme de sécurité de pas mal de pays, notamment la RDC, d'accord ? Et donc voilà, donc il y a cet enjeu de la sécurité qui aujourd'hui fait partie de cette compétition. Quatrième variable, c'est la compétition entre les différents États, mais ça c'est une variable propre à l'espace africain, la compétition entre les différents États pour la territorialisation de la mer, c'est-à-dire la constitution des zones économiques exclusives et des droits et de l'extension de droits de plateau continental pour l'exploitation des ressources naturelles et les ressources bien sûr naturelles. Alors, l'étendue, bien évidemment, l'étendue de l'espace maritime atlantique explique l'importance de ces enjeux de la zone économique exclusive notamment. Et aujourd'hui, nous avons des situations où il y a des revendications de souveraineté concurrentielle entre les États. Cinquième variable, l'avant-dernière variable, c'est l'effet d'institutionnalisation, c'est-à-dire on assiste depuis un certain temps, disons, l'institutionnalisation de l'espace, c'est-à-dire les États essaient de doter cet espace de mécanismes de coopération, de dialogue et de coopération. Le Maroc, comme l'a dit son Excellence l'ambassadeur, a lancé son initiative en 2012. C'est l'initiative Atlantique, Afrique. Et les États-Unis aussi, et c'est un point important, les États-Unis ont lancé le partenariat pour la coopération atlantique. C'est un partenariat récent et ça en dit long sur le changement dans la conception qu'ont les États-Unis de la coopération dans cet espace atlantique. La dernière variable qui est importante, c'est ce que j'appelle, et ça c'est de notre côté, c'est-à-dire l'Afrique, la façade africaine de l'Atlantique, c'est ce que j'appelle l'affirmation de soi. Hein. En fait, la question est comment ces pays, interprètent ou bien filtrent ces enjeux que je viens de décrire, d'accord ? Alors, nous constatons, il y a ce qui est observable aujourd'hui. D'abord, sur le plan, je dirais, stratégique, il y a un narratif qui est partagé par tous ces pays, qui considèrent que la compétition stratégique mondiale est très favorable parce qu'elle permet de multiplier, de diversifier les partenariats. Deuxième élément aussi, sur le plan économique, le discours économique s'organise autour de deux notions fondamentales, peut-être elles sont flottantes, mais elles sont essentielles, donc ça reflète quand même une prise de conscience, c'est la souveraineté économique et la gestion souveraine des ressources naturelles marines. Sur le plan diplomatique, bien évidemment, on voit bien, en dépit du fait, bien évidemment, ces pays ont leur propre intérêt, leur propre politique étrangère, d'accord, mais ils sont d'accord sur un point, c'est qu'ils se tiennent à équidistance des rivalités entre les grandes puissances. Et enfin, nous observons également dans notre région, disons, un besoin, une nécessité pour, créer les conditions d'un véritable partenariat autour de projets structurants, projets de développement économique, projets ça c'est un besoin, c'est une nécessité donc qui apparaît dans le discours de ces pays. Donc voilà donc les points que je voulais partager avec vous. Bien évidemment, je reviendrai dans les débats pour les développer. Merci. Bien. Je remercie le professeur Hudayki pour sa présentation. Je suis sûr que, comme nous tous ici dans le panel,
nous sommes un peu frustrés de ne pas disposer de suffisamment de temps pour vous dire et partager avec vous tous les éléments que nous souhaiterions vous exposer, d'autant plus que nous sommes en quelque sorte dans les phases initiales de creuser les fondations de cette Afrique atlantique en formalisation ou en construction. Je voudrais donner la parole maintenant à l'ambassadeur Loulichki, qui n'a pas besoin de présentation. C'est un ambassadeur de carrière, mais qui, si heureusement, n'a pas laissé l'action le dévier de la réflexion, puisqu'il est, tout en ayant été dans l'action, il a pris toujours le temps de réfléchir, et cette réflexion a donné lieu à de nombreuses publications, dont la plus récente d'il y a à peine 2 ou 3 semaines, relative à une analyse juridique du manque de fondement des protestations de notre voisin relatifs à l'expropriation de certains de ces bâtiments. Donc moi, je suis toujours dans l'attente de la lecture de ces publications. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai dit tout à l'heure qu'il était un ambassadeur de carrière. Il a représenté le royaume dans plusieurs pays, mais surtout en tant que représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève et à New York. Il est actuellement Senior Fellow dans cette grande maison qu'est le Policy Center for the New South. Monsieur l'ambassadeur Loulichki, à vous la parole. Merci monsieur l'ambassadeur également de carrière, c'est Tanji. Premièrement, je me réjouis de me joindre à mes collègues pour cet exercice qui est destiné à enrichir la réflexion sur la philosophie, sur le bien fondé, sur la portée de l'initiative royale qui consiste non seulement à fédérer sur le plan de l'intégration économique et du développement les pays africains riverains de l'Atlantique, mais également à prolonger cette idée par l'association des pays enclavés du Sahel. Je commencerai par une petite intrusion, par dire quel est le rapport du Maroc et des Marocains avec la mer. Je pense qu'il y a là une réflexion à poursuivre, à enrichir. La faculté des lettres a fait des travaux à ce sujet et on découvre beaucoup de choses justement à lire. C'est la production qui en a été faite. Je commencerai par les évidences, à savoir que nous avons tous, pays et êtres humains, un attrait irrésistible vers la mer. Les statistiques disent qu'il y a 20% de la population mondiale qui est à moins de 30 km de la mer, 50% à moins de 100 et 60% de la population mondiale à moins de 150 km. Le Maroc ne fait pas exception à cet attrait parce que la nature nous a, je pense, choyés par 2 façades maritimes communicantes à travers le Gibraltar. Le Maroc a le privilège d'avoir la façade maritime la plus importante, à peu près 3000, certains disent 3500, d'autres disent 3600. Mais en tout cas, il y a à peu près 3000 sur l'Atlantique et à peu près 500 ou 500 quelque chose sur la Méditerranée. Donc il y a une prédominance de l'Atlantique, mais cette prédominance a été pendant longtemps un petit peu, je dirais pas occultée,
mais la proximité de l'Europe, la proximité du monde arabe a fait que nous nous sommes investis sur le plan de nos relations à travers la Méditerranée et vers le Moyen-Orient. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu pour que le Maroc s'investisse sur cette façade atlantique. S'investir d'autant plus que les espaces maritimes, d'abord, sans la route de communication de 80% du commerce mondial, que les États côtiers s'approprient de grandes superficies, ce qui fait que aussi bien le territoire terrestre que le territoire maritime s'allonge. Et donc, lorsqu'on dit qu'il s'allonge, même pour la mer des ténèbres que s'appelait l'Atlantique, a tendance un petit peu à se rétrécir grâce à cette appropriation, mais également grâce à cette technologie qui nous envahit et qui va à une cadence extraordinaire. Il n'y a qu'à voir les cartes des fibres optiques entre l'Afrique et l'Europe et les États-Unis pour mesurer justement que cet Atlantique n'est pas aussi lointain et n'est pas aussi immense qu'on nous le présente. Et donc aujourd'hui, les États ont tendance à dire il y a le droit de la mer, mais il y a le droit à la mer en quelque sorte, et ça pose bien sûr un problème, une confrontation entre les souverainetés. Il ne faut pas oublier quand même que le ministre des Affaires étrangères du Maroc s'appelait auparavant Wazir al-Bahr. Wazir al-Bahr d'abord parce qu'il s'occupait un petit peu de garder à distance un peu les puissances ibériques qui avaient des convoitises sur les côtes marocaines. Et puis les activités de corsaires, d'autres disent la piraterie, était une manière, une sorte de jihad disons des Marocains pour préserver leur intégrité territoriale contre l'étranger. Donc, pour nous, l'Atlantique, c'est en même temps une exposition et en même temps une projection. C'est d'abord une exposition dans la mesure où nous sommes exposés à des convoitises étrangères et nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu en termes non seulement de la proclamation du Maroc comme étant une porte ouverte à la conférence d'Algeciras et puis en 1912, et le fait que nous avons quand même subi des incursions étrangères pendant longtemps. C'est également, et c'est une projection dans la mesure où les nécessités du commerce mondial, les nécessités de la globalisation font que le Maroc ne peut pas continuer à ne pas accorder l'importance qui s'y est à la façade atlantique. Donc cette ambition, elle a commencé par cette entreprise de création de ce groupement des pays africains atlantiques en 2009, qui a été en quelque sorte renforcé par les dernières conférences qui ont eu lieu en 2023 et à la fin de 2023. L'objectif de cette initiative, c'est d'abord de répondre à cette fatalité géographique qui frappe les pays enclavés de l'Afrique. Les pays du Sahel, lorsqu'on parle du Sahel, la première idée qui vient à l'esprit, c'est l'instabilité et c'est les conflits, et pas le développement socio-économique et la bonne gouvernance ou la démocratie. Et donc, le fait que cette initiative vise à établir un pont entre ce groupement des pays africains de l'Atlantique et ce prolongement, disons, saharien au niveau du Sahel. Et ça détruit en quelque sorte
cette division un peu artificielle qui est celle des chancelleries internationales et même celle du narratif des organisations internationales qui divise l'Afrique en Afrique du Nord, basée sur son arabité, et l'Afrique subsaharienne que certains perçoivent comme la vraie Afrique. Donc cette double initiative, la conjonction de l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique et leur prolongement dans le Sahel, je pense qu'elle a pour effet, en quelque sorte, de rendre obsolète cette division artificielle entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. L'initiative atlantique, c'est une initiative qui est dictée, voulue et actée. Elle est dictée par, je pense, par la scène régionale, par le fait que nous avons malheureusement en Afrique du Nord un horizon qui est fermé, malheureusement, par l'attitude de notre voisin de l'Est qui fait que non seulement on met en sourdine l'institution qui est l'Union du Maghreb arabe, mais on essaie même de la contourner en créant un petit microcosme à 2 ou à 3, ce qui ne va pas se réaliser. Je parlerai un petit peu de la question de l'enclavement parce que c'est très important de parler de ces pays-là. L'enclavement touche à peu près 42 États au monde, 16 en Afrique, et les plus exposés aux inconvénients de cet enclavement, ce sont les pays du Sahel. Mais ce ne sont pas des pays qui sont délaissés pour compte, ce sont des pays qui ont des atouts. On n'a qu'à parler de l'or qui existe dans les 3 pays ou les 4 pays. On parle de l'uranium qui alimente une certaine puissance. On parle du bauxite, on parle de plus en plus du pétrole. Et donc ce sont des pays qui ont des ressources naturelles, qui n'arrivent pas à exploiter à cause de l'instabilité ou des conflits et qui attendent l'opportunité justement pour optimiser l'exploitation de ces ressources. Il ne faut pas oublier que lorsque nous avons fait en 1972, je vais vite parce que je vois quand même le rappel à l'ordre qui est devant moi, lorsque nous avons signé la convention sur les frontières entre le Maroc et l'Algérie, en même temps, nous avons signé un accord de coopération qui était censé justement jeter les bases d'une intégration régionale économique qui est celui de Ragad Jbilet que les Algériens ont récemment ressuscité avec un accord avec les Chinois, soi-disant, pour essayer de... Donc l'Algérie, avec ce projet-là, justement, cherchait à se projeter sur l'Atlantique. Le fait que l'Algérie fasse un accord avec la Mauritanie sur cette route sur Tindouf a, dans l'arrière de la pensée, justement, l'accès à l'Atlantique. Alors, l'opportunité qui est donnée à ces pays pour justement pouvoir accéder, c'est une opération non seulement qui va stabiliser ces pays, les faire sortir disons, des conflits, mais également leur ouvrir des perspectives de développement économique, etc. Je pense que nous avons tous à l'esprit, mais le Maroc a des ambitions, le Maroc apporte des projets, mais où est-ce qu'il est le financement? Le financement, bon, je commencerai par dire que le Maroc ne peut pas à lui seul, et il n'y a aucun pays qui puisse apporter un projet gigantesque clé en main. Il n'y en a pas, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Royaume-Uni ou autre. Le Maroc apporte une idée réaliste, un projet réaliste et réalisable, mais le Maroc apporte également une certaine expérience, dans la mesure, par exemple, où le Maroc a fait Tangemed, qui nous place, je pense, en 19e place en matière de connectivité. Le Maroc, de plus en plus, construit les infrastructures nécessaires pour faire le lien
avec la mer, y compris avec l'Atlantique. Et donc, le Maroc a une expérience, et le Maroc a une expérience dans le montage financier. Nous l'avons fait avec le privé, nous l'avons fait avec des partenaires étrangers, et nous sommes en mesure, si les pays africains de l'Atlantique, avec le prolongement au Sahel, nous pouvons tous ensemble attirer les investisseurs étrangers, que ce soit privés ou que ce soit les fonds d'investissement des États. Merci. Je vous fais même un don de 27 secondes. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur Lulichki, surtout pour votre conclusion relative au financement. Normalement, le modérateur est censé poser quelques questions aux panélistes, mais on en a discuté tout à l'heure. Ils m'ont dit ne nous posez pas de questions, on va laisser la salle. Mais pour ce faire, je ne vois pas très bien la salle à cause des projecteurs. Est-ce qu'on peut m'assister dans l'identification des intervenants? Alors, conformément aux directives du Policy Center, tout intervenant doit donner son nom et son affiliation. Je crois vraiment, déjà par anticipation, je remercie le président du Policy Center et son équipe de nous avoir donné cette opportunité. Même si beaucoup de temps ne s'est pas écoulé en ce qui concerne l'initiative, le lancement de l'initiative royale, c'est le moment de formuler des propositions, des recommandations quant à son opérationnalisation. Elle est déjà opérationnelle en réalité, parce que, comme le disait il y a quelques instants l'ambassadeur Lulichki, le Maroc ne propose pas des slogans ou une rhétorique idéologique. Il propose au reste de l'Afrique atlantique, des réalisations concrètes qui ne sont pas sur papier, mais qui sont déjà réalisées sur le territoire marocain et qui ont prouvé leur réussite. Ce qui me rappelle une citation du fameux historien et amoureux de la Méditerranée, Fernand Braudel, qui dit qu'un regard sur la mer est un regard sur le possible. Et ceci dit, l'initiative royale pour l'Afrique atlantique est possible. Et c'est ce qui explique, à mon avis, on va en débattre, comment expliquer cette adhésion spontanée et sincère de tous les États riverains de l'océan Atlantique à l'initiative royale, y compris les États du Sahel, comme ils l'ont déclaré il y a à peine 2 ou 3 mois, au mois de décembre, à leur conférence, à leur rencontre à Marrakech, et comme ne cessent de le répéter les ministres des Affaires étrangères représentant les 22 pays, à part le Maroc, les 22 pays riverains, chaque fois qu'ils se réunissent, ils se sont réunis 2 fois au Maroc et 1 fois à New York, et ils ont confirmé leur engagement, leur croyance, si j'ose dire, leur foi en cette initiative royale. Alors, ceci dit, j'ouvre on dit open the floor. J'ouvre les anglicismes commencent à nous envahir, mais c'est pour la bonne cause. Donc j'ouvre les débats, mais s'il vous plaît, si vous avez des propositions, des idées pour l'action, pour renforcer cette initiative, vous pouvez les lire, mais donnez-nous cela en écrit pour que je puisse les transmettre à la présidence du Policy Center. C'est très maladroit, je ne peux pas rédiger ce que vous dites, mais je préfère que vous me fassiez vos propositions de manière écrite. Alors, le débat est ouvert. Qui va se jeter à l'eau? Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nom et l'affiliation, c'est l'Arbi Sbaï. Merci, Monsieur le Président, pour
votre présentation tout d'abord et merci pour les panélistes pour leur brillant exposé. L'ambassadeur Loulichki a parlé de Bahr al-Dolomat, l'océan des ténèbres. Aujourd'hui, on peut parler de l'océan des lumières, parce qu'on ne donne plus le dos à la mer, qui était jadis une habitude en quelque sorte. Je ne rentrerai pas dans le détail des craintes de nos concitoyens à certaines époques pour l'accès à la mer. Mais je reviendrai quand même sur un fait notoire que nos responsables étaient bien des précurseurs en la matière. Je ne citerai que le sultan Sidi Mohammed ibn Abdullah, 1757-1790, qui a créé de toutes pièces la ville de Essaouira, Mogador, au point qu'il est devenu un port véritablement autour duquel un commerce florissant se déploie. Je ne vais pas épiloguer sur l'armada que ce sultan a constituée à cette époque-là déjà. Mais d'autres sont venus et ils ont dit que, malheureusement, la terre est aux musulmans, la mer est aux chrétiens, à une certaine époque, des croisades en particulier. Nous ne sommes pas dans ce contexte, mais il fallait bien le rappeler. L'initiative royale pour les pays du Sahel, on est passé de l'intention à l'application. L'intention, elle existait déjà il y a 45 ans. Le 8 avril 1981, lorsque le Maroc a étendu sa zone économique exclusive à 200 000. Et le dernier article de cette loi, l'article 13, ouvrait la possibilité à ce qu'il y ait accès des pays enclavés à la mer marocaine. Donc c'était une bonne intention, il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, on voit qu'avec l'infrastructure géante et les méga projets qui sont au niveau de nos provinces sahariennes, je pense qu'il est grand temps d'entrer dans l'application justement et l'ouverture vers des pays qui sont enclavés. Je ne vais pas épiloguer là-dessus non plus, mais l'UNCLOS, ou bien la Convention sur le droit de la mer de 1982, avait travaillé pendant 10 ans, de 1973 à 1982, pour réaliser cette grande charte, en quelque sorte. Et il y avait des lobbies pour l'élaboration de cette charte. Et parmi les lobbies qui existaient, il y avait le lobby des pays enclavés, qui se réunissaient entre eux pour pouvoir véritablement avoir l'accès à la mer. Voilà en quelque sorte les quelques réflexions que je voulais ajouter en plus de ce qu'ils nous ont gratifié ce matin, nos chers panélistes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Arbi Sbaï. Qui voudrait... Oui, bonjour, docteur Tarek Es Saïd, je suis médecin et je suis également juriste. Ma question, elle devrait être probablement dans le cadre du panel juridique, mais vous savez que c'est les politiciens qui font de la partie, je dirais, juridique, donc je préfère la poser dans ce sens, sur la base de la réflexion et de la proposition royale. Je fais un petit scénario et je demanderai une interprétation politique et comment on peut la déployer. À l'instar de la route de la soie, on peut envisager la route afro-africaine, atlantique vers le Sahel. Et également comme endroit, je dirais, des représentations diplomatiques et par rapport aux bases militaires, est-ce qu'on peut envisager également une structure économique, genre un port, mais qui sera dans le sens d'une propriété
entre guillemets, qui sera régi par un droit international, ce qui donne cette souveraineté aux pays qui veulent avoir cet accès à la mer. Si on va dans ce sens, on sera peut-être même sur une pensée d'un nouveau cadre du droit international qui est le droit de cette jouissance d'une partie avec bien sûr le pays hôte qui est le Maroc, mais le pays qui va être, ce n'est pas une gestion déléguée d'un port, ce n'est pas une exploitation d'une partie d'un port, mais si on la pense sous cette forme, est-ce que c'est envisageable comme une réponse par rapport à la réflexion? Et dans ce cas-là, notamment avec messieurs les ambassadeurs et pour le droit international, est-ce que ça peut créer une réflexion pour cette ouverture et où le Maroc construira cette route, à l'instar d'ailleurs du gazoduc, qui sera peut-être l'île, comme on l'appelle, entre le Maroc, bien sûr le Mali, le Burkina, le Niger et pourquoi pas le Tchad. Merci. Merci bien. Bonjour, merci beaucoup Monsieur le Président. Je me présente, donc j'étais directeur de promotion et gestion des actifs mines à l'ONIM. Actuellement, je suis retraité et puis je suis plutôt dans le conseil. Ma question s'adresse à M. Lulishki, son Excellence l'ambassadeur Lulishki, parce que vous avez parlé à un certain moment du financement de cette grande initiative. Ne vous voyez pas, M. Lulishki, sachant qu'actuellement le monde tout entier vit une méga opportunité de transition énergétique qui mobilise énormément de financement. Ne vous voyez pas que cette porte ou bien cette grande opportunité de transition énergétique pourrait être un excellent pilier pour justement mettre en œuvre et puis aider à la praticabilité de cette grande initiative par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Merci beaucoup. Vous voulez, Monsieur l'ambassadeur Lulishki, vous voulez répondre maintenant ou on laisse les réponses pour la fin? Pour la fin. Très bien. Alors, je demanderai aux panélistes de noter les questions qui leur sont posées. Nous en avons déjà une sur la possibilité pour les pays enclavés de disposer de facilités sur le territoire. J'ai en tête l'exemple de la marine marchande suisse qui a comme port d'attache Toulon. Et elle est reliée quand même à la mer par le fleuve le Rhône, qui part du lac de Genève, du lac Léman, jusqu'à la Méditerranée. Mais la marine marchande suisse, elle reste à Toulon. Elle ne remonte pas le Rhône. Alors, la troisième question, la troisième observation, c'était... Madame. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis El Rouli Hala, étudiante en droit au sein de l'université Mohamed V. Donc ma question est la suivante. Comment les tensions géopolitiques impactent-elles la gestion des espaces maritimes de l'Afrique atlantique? Merci. Tendant de clarifier, est-ce qu'on peut prendre une autre question, commentaire ou observation? Juste ici, la première rangée, s'il vous plaît. À droite. Salam alaikum, Sibn Jbara Toufek. Je fais de la mer, plutôt j'ai fait de la mer toute ma carrière et je m'y implique toujours à mon âge de 65 ans. Donc ça fait pratiquement 40 ans que je me concentre sur la mer. C'est Tanguay, vous êtes l'ancien ambassadeur du Maroc au Japon. Bon, le Japon, j'allais dire, un chapelet d'îles. Et en vous écoutant, je trouve que à travers vos mots, je retrouve une certaine quintessence de l'amour de la mer. Et j'habite Angers, où
Et en passant, en flânant à Tanger, j'ai souvent été surpris combien les puissances nous avaient bombardés à Tanger, que ce soit les Espagnols, les Français ou les Anglais, tout le monde est venu nous bombarder. Et c'est vrai que, à l'avènement du règne de Mohamed VI, quand il a pris l'initiative de poser son doigt sur Ouad Armel, en déclarant qu'ici, dans ce lieu, il y aura ce port, personnellement, j'arrivais de Shanghai et j'avais travaillé un peu à Shanghai, au début de ce Shanghai dès le 98. J'étais surpris par ce projet parce qu'il m'avait interpellé. Et j'ai été sur la plage et j'ai trouvé des petites embarcations, des fumeurs de subsides, des petits pêcheurs. Et puis, sur le détroit passait toute la flotte du monde, pratiquement. Et donc, j'ai vu que c'était une ambition qui était énorme. Et effectivement, ce projet a pris naissance et est devenu, comme tout à l'heure vous l'avez rappelé, messieurs les ambassadeurs, la fierté du Maroc. La fierté dans le sens de la démonstration de ce qu'on peut faire à l'échelle mondiale. Et nous avons impacté la planète mondiale par un ouvrage qui a été conçu au Maroc, qui a été conçu par les Marocains, je pense, pratiquement par tous les Marocains. Et dans l'invitation de Sakim El-Enaoui, ce qui m'a surpris, moi, aujourd'hui, dans cette assistance, c'est que j'en ai assisté à des séminaires, à des conférences. Aujourd'hui, je ne vois que des Marocains qui parlent. Et c'est une immense fierté que les Marocains prennent en charge leur réflexion à travers la qualité des intervenants, à travers la qualité des organisateurs, à travers du police inter. حقيقة كاين واحد النضج الفكري اللي جعلنا اليوم نتكلموا على بلادنا بيدينا ما يقرا لنا حد. جعلنا اليوم نشوفوا العالم بعيوننا حنا المغاربه ونشوفوا واش كيوقع ونخموا المشاكل ديالنا ونزيدوا بالقياده الساميه ديال صاحب الجلاله. صحيح انه le 6 novembre est un pivot. Un changement radical, c'est vrai que tous les intellectuels du Maroc doivent le constater, doivent le sentir quelque part, qu'ils nous projettent dans un monde nouveau et ils nous invitent à nager. Ce que j'ai adoré dans son discours, c'est qu'à un moment, quand il a terminé, il a lancé l'initiative de la flotte royale, de la flotte de la marine, de la marine marchande. Il a dit, nous devons y réfléchir. Il a tendu la perche à tout le monde. C'est comme s'il nous interpellait chacun dans ses fonctions, chacun dans ses qualités. Faisons-le, un peu dans ce sens. Et l'interrogation que je pense à messieurs les ambassadeurs, et surtout monsieur l'ambassadeur de la coopération, n'y voyez-vous pas ici, au fait, une invitation à une flotte marocaine, une flotte peut-être africaine? Difficile, effectivement. Les enjeux géopolitiques se traduisent sur le droit de s'approprier la mer, comme certains grands armateurs se sont appropriés nos mers. Hein, qu'on se le dise. Nous avons connu, commandant Bouzouba, je vous interpelle, nous avons connu une certaine comanave de la compagnie marocaine de navigation où certains commandants appelaient le siège de Shanghai, de Singapour, du côte Pacifique. C'est un immense bonheur que les Marocains ont connu, ce bonheur-là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons effectivement dans un environnement où cette ambition de la mer nous invite à y aller, vraiment avec une certaine volonté. Et c'est Mahon, le stratège américain de la mer, qui avait dit que le sea power ou le soft sea power commence par la volonté de le faire déjà. Tu vois, donc il faut vraiment une certaine volonté d'y aller pour le faire. Et là, nous y sommes. Donc c'est un immense défi. Et je répète la question, n'y voyez pas au fait, au niveau de la coopération, quelque chose au niveau africain. Et merci. Merci beaucoup. Vous aviez tout à fait raison. Pour moi, la mer et les océans ne sont pas une profession, mais une passion. Je suis content que vous l'ayez ressenti. Merci. À vous la parole. Merci beaucoup. Je suis Hami Hassan, ambassadeur. Je remercie le panel pour ces exposés extraordinaires, mais je voulais tout simplement ajouter une autre réflexion et dire que
l'initiative royale sur l'Atlantique, c'est une confirmation de l'évolution de la politique africaine du Maroc. Donc ce n'est pas un hasard, donc c'est une évolution. Et la proposition de désenclaver un certain nombre de pays africains rappelle aussi l'histoire. Le Maroc a toujours été ouvert sur l'Afrique. Durant la période ottomane, si vous vous rappelez, donc les Ottomans voulaient couper le Maroc de ses racines africaines, et donc Al-Mansour al-Dahabi est parti là-bas. Donc l'initiative marocaine atlantique, ça rappelle aussi cette politique africaine afin de permettre au Maroc de rester ouvert sur l'Afrique et aussi de défendre sa souveraineté et donc et son intégrité territoriale. Merci. Merci bien. Je pense qu'on va maintenant donner le temps aux panélistes de répondre aux observations et aux questions qui ont été soulevées. Et alors, je vous remercie tous et je laisse donc la parole. Nous commençons par la coopération ? Parfait. Donc, la parole est à l'ambassadeur Mtskhal, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, je voudrais remercier les contributeurs à cette réflexion qui ont pris le temps de partager avec nous aussi leur vision des choses et leur rapport à alimenter cette réflexion qu'on construit tous ensemble aujourd'hui. Moi, je voudrais commencer par la première interpellation autour de la route de la soie, le parallélisme avec l'initiative atlantique. Est-ce qu'il y a une structure économique pour ça ? Je pense d'abord le cadre institutionnel que le Maroc a initié dès 2009 avec ces 23 pays, les groupes de travail qui sont mis en place, vont accélérer la mise en œuvre de cette vision royale qui est, comme je l'ai cité au début, à la fois volontariste et ambitieuse. Parce qu'elle permet réellement à l'Afrique de se prendre en charge par les Africains. Et ça a toujours été dans l'ADN de la vision que Sa Majesté a portée pour accélérer cette émergence du continent africain. Le port de Tangemed, comme on l'a vu, a transformé la façade méditerranéenne, mais aussi toute la dimension nord du Maroc. C'est dans cet esprit que le port de Dakhla, avec toutes les infrastructures qui se développent autour, que ce soit la zone économique, il est prévu une zone économique de plus de 1000 hectares pour accueillir toute une série d'industries. Le potentiel hydrogène dans les provinces du Sud aussi, le potentiel énergétique autour du solaire, de l'éolien dans ces zones-là. Et donc accélérer la transition énergétique du Maroc, mais aussi des pays riverains de l'Atlantique. Le gazoduc est déterminant, Sa Majesté l'a cité comme illustration de cette vision royale de l'Afrique atlantique. Sa Majesté a utilisé des termes précis sur la flotte de marine marchande, puisqu'il a appelé à y réfléchir avec les termes suivants: une flotte nationale de marine marchande. Et donc, la réflexion est ouverte. On peut imaginer une flotte où les bateaux seraient immatriculés au Maroc, elle serait nationale. On peut imaginer une flotte avec des capitaux internationaux mais basés au Maroc. Et donc, la vision nous appelle à être innovants dans l'approche, mais aussi être volontariste. Et donc, ne pas se mettre des schémas classiques et limiter les scénarios, ou je dirais les configurations de développement. Mais je pense que toutes les configurations peuvent être possibles pour mettre en place une flotte nationale de marine marchande pour accompagner, accélérer le développement de cette zone de prospérité qui est l'Afrique atlantique, aussi en facilitant l'accès à l'espace atlantique pour les pays du Sahel, qui était la deuxième initiative de Sa Majesté le Roi dans ce discours. Merci. Merci. Alors, c'est frustrant, c'est malheureux, mais il nous reste à peine 5 minutes pour boucler. Donc, les questions géopolitiques. Oui, alors moi je voudrais d'abord faire un petit commentaire, mais au risque de provoquer
disons, débat sur la question, alors qu'il ne reste que quelques minutes. Moi, c'est la question du rapport du Maroc ou des Marocains à la mer, c'est l'histoire. Hein. Moi, je travaille sur la politique étrangère du Maroc, la politique de défense depuis 20 ans, 22 ans pratiquement. Et maintenant, je m'intéresse, disons, à l'histoire, notamment par rapport à la mer, le rapport qu'a le Maroc à la mer. Je pars d'un constat, et qui révèle beaucoup de choses. Hein. C'est que nous avons les îles Canaries, à quelques miles du continent, et nous avons Ceuta et Melilla. Ceuta et Melilla, Ceuta, on ne peut jamais à l'époque. Pourquoi? Il y a eu pas mal de, pas mal de tentatives marocaines à travers les dynasties pour récupérer Ceuta. Mais on n'a pas réussi parce que simplement Ceuta, on peut la conquérir que par la mer. Or, la mer, depuis le XVIe siècle, pratiquement était sous contrôle espagnol, portugais, par la suite anglais et français, et voilà. Et donc, ça en dit long sur la faiblesse, que l'absence, que nous n'avions pas une véritable, disons, marine forte. Et c'est le même cas aux îles Canaries. Vous pouvez parcourir les îles Canaries, vous ne trouverez pas une preuve archéologique d'une présence physique des dynasties marocaines. Il y a peut-être les Amazirs, d'accord, peuple autochtone, mais au-delà, ça en dit aussi long sur, disons, c'est une preuve que nous n'étions pas une puissance. Ce que je dis, c'est important parce que si on veut, parce qu'aujourd'hui, on a cette ambition maritime importante, d'accord, mais on doit la conceptualiser. C'est mon devoir en tant que chercheur. Il faut que on parte, disons, pour édifier, construire un édifice conceptuel sur cette dimension maritime, aussi bien atlantique que méditerranéenne. Il faut qu'on parte, disons, on fait un bon départ conceptuel, disons, pour couper court à tout ce rapport, je dirais, romanesque ou romantique à la mer. Hein. Voilà. Et bon, voilà, je crois que la question géopolitique, je dirais, ce sont les différents territoriaux maritimes qui alimenteraient peut-être les tensions géopolitiques dans la façade atlantique, mais il n'y a pas de véritable tension. Les seules tensions qui peuvent exister, c'est au nord dans nos rapports avec nos voisins. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons épuisé le temps qui nous était imparti, mais je vais demander l'indulgence des organisateurs parce qu'il y a un grand panel ici qui nous minute juste en face de nous, qui nous donne encore quelques minutes de plus pour que l'ambassadeur Lelishki puisse réagir aux observations qui étaient émises avant de clôturer notre rencontre. À vous la parole, monsieur l'ambassadeur Lelishki. Merci Sitanji. في البداية أود أن أتوجه للأخ طنجي أو الطنجاوي لأشكره أولا على التلقائية في ملاحظته وعلى أنه لاحظ على أن هذا نقاش مغربي وأظن على أن هذا في صلب الدور اللي تيلعبه مركز الدراسات من أجل الجنوب الجديد، وهو إنتاج خطاب مغربي شجاع صادق ليست فيه محاباة. هذا مشروع ملكي، مشروع يهمنا جميعا، وأظن على أن يجب كلنا أن نتملكه وكلنا أن ندلي بدلونا فيه، وكلنا لنا الحق في أن نقول ما يخالجنا من أفكار. En ce qui concerne le Maroc et la mer, on dit souvent que le Maroc... Bon, d'abord au XVIe siècle, le Maroc était une véritable thalassocratie, c'est-à-dire une puissance maritime. Nous avions une flotte d'à peu près 40 unités avec le sultan al-Mansour al-Devi. Et certains disent que le Maroc, c'est une puissance maritime qui s'ignore. Et puis, en ce qui concerne la route
à travers le Sahel. Inutile de rappeler qu'il y a la route caravanière qui allait jusqu'au Soudan, et le principal commerce était tourné autour de deux produits extrêmement précieux pour l'Europe. C'était le sel et c'était l'or. Et donc le fait que le Maroc domine en quelque sorte cette route sahélienne jusqu'au Soudan était une réponse du Maroc justement à cette tentation de la domination ibérique et européenne de manière générale. La particularité de l'initiative royale, c'est que dans la plupart des cas, les États enclavés sont demandeurs d'accès à la mer. La particularité et la singularité de l'initiative royale, c'est qu'elle est proposée par celui qui est censé donner cet avantage justement maritime. Inutile de rappeler que l'un des pays qui a le plus de problèmes en matière d'accès à la mer, c'est la Bolivie, qui a été dépossédée d'une partie et qui jusqu'à présent a toujours des problèmes avec le Chili, et que dans la Constitution, ils ont établi que l'accès à la mer, c'est un droit imprescriptible, et chaque 23 mars, ils célèbrent la journée de la mer. Ici, nous sommes avec cette initiative dans une autre approche, celle de la solidarité, celle de la coopération entre les pays du Sud. Vous avez parler de projets de ces pays du Sahel. Oui, pour les sources nouvelles et renouvelables énergétiques, ce sont des pays vraiment de choix. Et puis enfin, n'oublions pas que de plus en plus, nous l'avons ressenti, je pense cette année au Maroc, la mer a gagné en momentum lorsque nous avons expérimenté ce stress hydrique. Nous nous sommes orientés vers la désalination de l'eau pour pouvoir répondre aux besoins de notre population. Donc il y a tellement de richesses dans cette mer, et je pense qu'une réflexion collective, le fait de mettre ensemble notre intelligence collective pour sortir avec des idées, avec des recommandations, avec des orientations, ne fera qu'enrichir la réflexion sur ce projet royal. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Lolichki. Alors, j'ai retenu des préoccupations des participants, l'historique des pays enclavés. Et à ce propos, je crois que si les caravanes, qui sont les véritables vaisseaux du désert, avaient comme port d'attache Sijil Messa, Dakhla Atlantique va devenir le port d'attache et des flottes des pays enclavés, mais aussi l'aboutissement des camions mastodontes, voire peut-être pas de notre vie, mais ultérieurement une ligne de fer, de chemin de fer qui partirait du Tchad pour se terminer à Dakhla. La question des ports donc a été soulevée. La question du financement, personnellement, je suis optimiste. Dans une autre vie, j'ai été administrateur du Centre des Nations Unies pour les océans et zones côtières à Genève. Nous avions commencé avec un budget de 750 000 $. Quand j'ai été rappelé au Maroc 10 années plus tard, on avait un budget de 120 millions de $ de fonctionnement, et c'était un fonds d'affectation spéciale, c'est-à-dire que les États contribuaient volontairement au fonctionnement du centre, tellement l'idée était importante et cruciale pour les États. Et je pense que l'initiative royale constitue une attraction incroyable pour le financement. Comme disent les anglo-saxons, « Everybody wants to get on the bandwagon ». Et le bandwagon, c'est l'initiative royale pour l'Afrique atlantique. En ce qui concerne les tensions géopolitiques en Afrique atlantique, je voudrais attirer votre attention, et vous pouvez le vérifier. Toutes les grandes puissances ont une stratégie pour l'Afrique, et malheureusement, ces stratégies, les piliers de ces stratégies, ne prennent en compte le développement de l'Afrique qu'en
dernier lieu, je vous invite à lire dans Foreign Affairs la présentation de la stratégie américaine pour l'Afrique, où on voit 4 piliers: contrecarrer l'expansion de la Russie et de la Chine en Afrique, lutter contre le terrorisme, lutter contre le djihadisme, et seulement en 4e lieu, contribuer au développement de l'Afrique. Donc, 3 ou 75% de la stratégie publiée par Bolton, l'ancien conseiller pour la sécurité des États-Unis, donc le patron de la stratégie de la politique étrangère américaine, c'est comme ça, et ce n'est pas un secret, c'est publié dans Foreign Affairs. La fierté de la prise en charge. Aujourd'hui, je crois que dans l'esprit du Policy Center, c'était qu'on discute entre nous, entre Marocains, et qu'on se fasse une religion et une vision relative à la stratégie royale. Ultérieurement, je pense que le Policy Center va associer, parce qu'il faut, ils se le sont déjà appropriés. Je l'ai mentionné tout à l'heure, cette adhésion sincère et naturelle des États africains à l'initiative royale, mais pour davantage d'appropriation, je pense, et je crois qu'ils le confirmeront ultérieurement, le Policy Center pense sérieusement à organiser une rencontre avec nos partenaires du reste de l'Afrique. La flotte marine marchande, dernier point soulevé, je l'ai toujours dit, je ne cesse de le répéter, et parfois, il est inimaginable qu'un pays dont 98% des échanges se font par la mer n'ait pas une flotte marchande qui compte. Dans le temps, le Royaume du Maroc disposait, avec 15 armateurs, qui avait même une association, le Comité central des armateurs de marine marchande du Maroc, et cette flotte était composée de 65 navires de haute mer, les plus modernes et les plus sophistiqués, dont bien sûr le Marrakech, la flotte spécialisée de Marfocéan, la société Marfocéan, qui naviguait à l'échelon planétaire. Malheureusement, nous avons procédé à une libéralisation sauvage, ce qui fait que notre flotte n'était plus compétitive, et Comanav, Comarit, Marfocéan et d'autres ont fait plus ou moins faillite. Alors, je voudrais vous attirer votre attention. Les champions du libéralisme qui nous prennent ce que Sa Majesté avait qualifié dans un de ses, le libéralisme sauvage, je prendrai 2 pays. La France, elle a un pavillon bis qui, lui, est compétitif et ne tient pas compte des règles de l'OMI et d'autres. Deuxième chose, si vous allez aux États-Unis, faites une petite promenade du fond du côté de Chesapeake Bay, dépassez le port de Baltimore et allez au fond de la baie. Vous allez trouver une multitude, je ne les ai pas comptés, mais c'est sur des kilomètres de quais, des bateaux de transport maritime peints en gris clair, son nom, son numéro. C'est la flotte de réserve de transport maritime des États-Unis. Ensuite, il y a le texte de loi américain. Chaque fois que vous achetez un produit ou qu'on vous donne, il doit être le transport sur la PLF 120 ou quelque chose. Ça fait des années que je ne suis pas retourné à ce texte. Vous êtes obligé de transporter ces biens avec des navires de marine marchande. Alors, américains, alors où est le libéralisme? Alors, ceci dit, je voudrais conclure sur une réflexion. C'est que l'initiative royale pour l'Afrique atlantique, elle va avoir, et on le voit déjà, un effet fédérateur, un effet
d'intégration par la mer, par le littoral. Deuxième chose, je crois, et le géopoliticien parmi nous pourrait me le dire, je crois qu'elle va avoir un impact extraordinaire, progressivement, sur la reconfiguration de la géopolitique régionale et voire même planétaire. Je vous remercie. Oui, vas-y, et ensuite je remercierai. Je fais appel à votre indulgence. Je pense qu'on nous tiendra rigueur si nous ne soulignons pas l'apport positif que la Mauritanie et le Sénégal pourraient apporter à la réalisation de ce grand projet, parce que les deux constituent avec le Maroc un pôle de stabilité qui peut donner un essor décisif à la réalisation de cette initiative. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et c'est dans cet esprit que je disais que dans une deuxième étape, le Policy Center va nous réunir, nous les Marocains, avec nos frères, nos voisins, nos partenaires africains. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Les mots ne suffisent pas pour remercier nos panélistes pour leur très précieuse contribution, et aussi à vous, l'audience, que vous avez tous soulevé des questions clés. Et encore une fois, malheureusement, le temps ne nous pardonne pas, mais la réflexion est lancée. Nous sommes là toute la journée. Ceux qui ont des propositions, des recommandations action-oriented, que nous pouvons recueillir pour renforcer davantage cette initiative qui est vraiment, si le temps nous le permettait, je dirais une initiative dynastique, non pas une initiative seulement royale, mais qui est pratiquement une initiative qui plonge ses racines profondément dans l'histoire de la dynastie alaouite. Des exemples ont été donnés tout à l'heure du sultan de Moulay Abdullah. Je rappelle également l'initiative de Moulay Hassan al-Awwal, qui avait cherché à constituer la première flotte moderne de marine marchande pour le royaume. D'ailleurs, un de nos navires de recherche océanographique porte son nom en hommage à son action de précurseur en matière de marine marchande. Alors, merci beaucoup à vous tous et continuons cette journée d'enrichissement et de découverte des océans. Et ça ne suffira pas. Comme on dit en arabe, el-ilm bhar, et on ne le boira pas. Merci beaucoup.